Bonjour et bienvenue sur Libre Média. Avec Ici, Maintenant, Autrement, nous donnons la parole à des acteurs du changement qui apportent un regard et des solutions originales pour répondre aux grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, je reçois Jacques Tibéry, qui est le rédacteur en chef du Low-Tech Journal, qui prend le relais également du magazine Yggdrasil. Et Jacques est également l'auteur d'un livre intitulé Prêt pour l'effondrement, le guide vers le monde d'après. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on regarde un peu l'actualité des derniers mois, on a vraiment l'impression qu'on est rentré dans le scénario qui est présenté par les collapsologues depuis de nombreuses années en ce qui concerne l'effondrement de nos sociétés modernes. Et donc, selon vous, est-ce que ce processus est enclenché? Et si oui, on en est où dans ce qui était un peu annoncé par les collapsologues au cours de ces dernières années? Bien, je crois que l'effondrement et les effondrements, ils ont commencé en fait il y a 50 ans. À partir du moment où dans les années 70, vous avez des rapports comme le rapport Meadows, on a aussi appelé ça le rapport du Club de Rome, qui exprime que tout simplement, si nous continuons à produire et à consommer de la même façon que à ce moment-là, donc au début des années 70, eh bien, nous allons avoir la courbe de notre mode de vie, de la croissance notamment, qui va monter, 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 et puis à un moment donné, s'effondrer. Et quand on lit les dernières phrases du rapport Meadows, le mot effondrement apparaît déjà, et on est en 1972. Donc le processus, il est enclenché depuis longtemps, il est connu de la plupart en fait des acteurs économiques et des acteurs politiques, mais malheureusement, il n'y a aucune action véritable qui a été mise en œuvre depuis. Pourquoi? Probablement pour des raisons en fait psychologiques. Parce que l'effondrement, c'est un petit peu comme la mort. C'est une certitude, c'est inéluctable, et notre cerveau, notre conscience et notre système fait tout pour nous le faire oublier. Sinon, nous n'aurions plus aucune motivation à rien faire. Nous serions tous totalement déprimés. Et c'est pour ça aussi que quand on parle d'effondrement, c'est extrêmement difficile d'arriver à faire en sorte que le discours, je pense par exemple au discours des scientifiques, au discours des membres du GIEC, et le film Don't Look Up montre bien ce phénomène, on a beau dire les choses en face, dire ça va s'effondrer, il ne se passe rien. Nous sommes capables comme ça de nier le grand déni de ce qui est en train d'arriver. Or aujourd'hui, les preuves scientifiques s'accumulent sur des effondrements au pluriel qui sont en cours. Il y en a notamment, je simplifierai en disant qu'il y a trois formes d'effondrement. D'abord, vous avez un effondrement invisible et pourtant essentiel qui est celui de la biodiversité. Vous avez une extinction des espèces. Aujourd'hui, en France, quand vous roulez, votre pare-brise n'est quasiment pas maculé de petits insectes. Il y a 20 ans, votre pare-brise était maculé de petits insectes. Cette disparition, par exemple, des insectes est un événement qui est catastrophique et qui est pourtant totalement invisible. On parle parfois des abeilles, mais c'est pour dire, tiens, mettons une ruche ici, sans se rendre compte de la catastrophe absolue que d'ailleurs Einstein avait prédite en expliquant que si les abeilles commençaient à mourir, il restait 7 ans à vivre à l'humanité. Donc, cette catastrophe bioclimatique, c'est avant tout une catastrophe qui est invisibilisée parce que elle ne nous touche pas directement pour l'instant. Deuxième effondrement, c'est très clairement, à côté de l'effondrement du vivant, c'est l'effondrement du système Terre, les limites planétaires. 9 limites planétaires ont été déterminées par les scientifiques. Les limites planétaires, c'est des points de non-retour. Je vais en citer deux. Le premier, c'est l'Amazonie. L'Amazonie a tellement brûlé qu'aujourd'hui, elle n'est plus un puits de carbone, elle ne capte plus du carbone comme elle l'a toujours fait dans son histoire, si je puis dire. Mais en fait, elle en rejette parce qu'elle rejette du CO2 à cause des feux. Et ça, c'est terrible. C'est un point
il y a un risque de point de non-retour que l'Amazonie devienne un ennemi du climat alors qu'elle était son meilleur ami. Autre chose, l'acidification des océans. Ça a énormément de conséquences. Ça pourrait par exemple avoir pour conséquence que la pêche soit quasiment impossible en 2040. Ça pourrait, et je ne parle pas d'autres limites planétaires au point de non-retour, comme par exemple la calotte glaciaire qui fond. Tout ça, les scientifiques le documentent, ils ne cessent de le répéter, de le crier sur tous les toits, personne ne les écoute, ils en viennent même à la désobéissance civile, à s'attacher avec des menottes aux barrières de certaines institutions pour essayer d'être entendus, mais notre capacité de déni dépasse tout leur combat. Et puis, il y a une troisième forme d'effondrement, et celle-ci, elle nous touche plus directement et on la ressent plus directement. C'est l'effondrement du système socio-économique, si je puis dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on constate que le système dans lequel nous vivons est en train de s'effriter jour après jour, crise après crise. On cumule les crises les unes après les autres, les unes en même temps que les autres. Nous avons en même temps le Covid, l'inflation, la crise énergétique, la guerre en Ukraine, le risque nucléaire, tout en même temps. Et pourtant, on continue notre petit train-train et notre petite vie. Notre capacité de déni est probablement sans limite. Enfin, je ne le crois pas. Je crois que à un moment donné, il y a pour chacun d'entre nous un événement qui peut nous faire basculer dans la prise de conscience. Et c'est un peu comme cela que se réalise aussi l'effondrement, entre guillemets, dont on parle avec une vision un petit peu survivaliste des choses. L'effondrement, en fait, c'est un effritement. C'est un effritement progressif, c'est un effritement lent, donc difficile à ressentir et à voir. Néanmoins, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un signe noir. Le signe, c'est l'animal. Ce signe noir, c'est un événement qui a très peu de risque d'arriver, mais qui, lorsqu'il arrive, détruit tout sur son passage. Je pense notamment, par exemple, à l'explosion dans le port de Beyrouth, qui a quasiment détruit l'économie libanaise et qui a fait sombrer le Liban dans l'effondrement. Et ce cas m'intéresse au plus haut point. Mais il y a aussi des cas comme le Venezuela, dont on ne parle pas, comme le Bangladesh, qui a été quasiment noyé cet été sous les eaux, dont on parle très peu. Et je pense que des événements comme ceux-ci, lorsqu'on les voit à la télévision, dans les médias, lorsqu'on en parle, peuvent produire des prises de conscience. Et c'est ce que j'espère que la population va avoir, des prises de conscience à la fois individuelles et collectives qui permettront de passer à l'action enfin. Et donc, face à au pouvoir de ce déni individuel et collectif, est-ce qu'on est obligé d'aller dans le mur? Est-ce qu'on est obligé de vivre des situations extrêmement difficiles à titre, je dirais, dans notre quotidien pour commencer à se réveiller? Parce que ce que vous évoquez, c'est quand même des catastrophes, c'est des drames, ils sont annoncés depuis des années. On voit à la télévision ce qui se passe dans d'autres pays. Vous avez évoqué le Bangladesh, le Venezuela. Est-ce qu'il faut que les Français se prennent une bombe nucléaire cet hiver à cause du conflit avec la Russie pour que les gens commencent à vraiment à réaliser et que les politiques mettent en œuvre des solutions un peu plus radicales? Ce que je crois, c'est que, comme le dit Jem Bendel, qui donc est un des fondateurs, le fondateur du courant de l'adaptation radicale, Deep Adaptation, dans un article récent, il explique que aujourd'hui, il y a plus d'intérêt économique à faire croire que les choses vont s'arranger, que la technologie va tout arranger, que les climatologues ne doivent pas être trop pessimistes, qu'il ne faut pas alarmer le peuple. Ce qu'il dit, c'est que ce discours-là, c'est un discours qui arrange les industriels, les politiques, les riches, l'élite, ceux qui ont en gros le pouvoir économique et politique. Et il renvoie à une autre idée, l'idée qu'il faut aujourd'hui être pessimiste et réaliste et avoir dans l'idée que nous devons nous préparer au pire, nous devons préparer le pire afin que si celui-ci advient,
on ne sait pas, nous ne sommes pas dans le futur, nous ne pouvons pas lire dans l'avenir, mais nous devons préparer l'avenir et le prévoir. Et donc, nous devons nous préparer au pire parce que le pire est un risque qui devient de plus en plus une réalité. Et donc, en nous préparant au pire, eh bien, si celui-ci advient, ou bien si un autre scénario un peu moins noir advient, nous serons préparés et nous pourrons y faire face. Et donc, il y a des mots-clés là-dedans. Et deux mots-clés que je voudrais donner aujourd'hui, c'est le mot renoncement et le mot résilience. Et ces deux mots-clés sont, je crois, doivent être les slogans de tous les mouvements écologiques et de tous les partis politiques aujourd'hui. Toutes nos actions devraient être orientées vers ces deux axes, le renoncement d'un côté et la résilience de l'autre. Ce sont les deux jambes avec lesquelles nous devons marcher contre l'effondrement. Très bien, donc ce que vous présentez, c'est un peu une espèce de pari pascalien. Donc pour se préparer au pire, on se prépare à la pire éventualité et puis, si elle advient, bon, on sera relativement prêt par rapport à ce qui peut advenir à travers ces 2 mots-clés. Donc est-ce que vous pouvez développer peut-être un peu plus sur ces 2 aspects concrètement? Comment ça se passe? On parle souvent, on a d'un côté un peu les notions de survivalisme, mais ça, c'est des démarches qui sont très individuelles, il n'y a pas d'élan collectif là-dedans. Et ce qui me paraît très complexe, c'est le côté collectif justement. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser ou à sensibiliser, sur un niveau plus collectif, les populations pour aller dans un sens qui est, moins vers la destruction, par exemple? Oui, eh bien, donc quand je dis renoncement, résilience, je parle à une échelle individuelle, à l'échelle d'un collectif et à une échelle plus, pas nationale, mais je dirais, politique et publique. D'abord à l'échelle individuelle, hem, je pense que c'est le premier niveau, la cellule familiale, quoi. Essayer soi-même de mettre en œuvre, l'idée, d'entrer dans une forme de renoncement et ceux qui, par exemple, veulent l'appeler boycott, peuvent l'appeler boycott. Mais ce à quoi nous devons renoncer, c'est à tout ce qui détruit le vivant, et notamment dans nos modes de consommation et dans notre mode de vie au quotidien. Deux choses très simples pour vos auditeurs, euh, deux choses très simples à mettre en place, enfin très simples à dire, mais à faire, vous allez voir que ça peut vous changer la vie. Euh, Première chose, vous n'achetez plus rien qui soit emballé ou empaqueté dans du plastique. Et vous allez voir que vous n'allez quasiment plus pouvoir aller dans les supermarchés, que vous allez vous engueuler avec votre boulanger qui vous met votre pain dans un sac en plastique. Vous allez dire non, 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 c'est bon, j'ai mon propre sac en papier. Et vous allez voir la tête qu'il va faire. Donc, vous allez changer complètement votre mode de consommation. Par exemple, le shampoing. Le shampoing, eh bien, c'est du liquide qui est dans du plastique. Comment je fais? Il faut que j'achète du shampoing solide. Mais est-ce que mes enfants vont accepter de se savonner la tête alors qu'ils sont habitués à avoir du shampoing liquide? Eh bien, ce sont de nouvelles habitudes à prendre. Donc, il y a vraiment un changement d'habitude comme ça à prendre. Ça peut apparaître comme étant pas grand-chose, futile, mais en réalité, ça vous change complètement votre mode de vie, ça vous fait basculer. Un deuxième renoncement, et là, je suis un petit peu plus engagé sur ce côté-là, c'est l'idée de ne plus manger, d'être mort. Donc, tout simplement, d'aller vers le végétarisme. Et cela, c'est aussi une démarche qui va vous faire complètement changer de mode d'alimentation. Et ne craignez pas d'être en carence à cause du végétarisme. On n'est pas en carence de protéines animales. En revanche, si vous avez des craintes, vous vous achetez un livre sur comment faire la cuisine végétarienne, comment faire des plats végétariens. Et mis à part pour les enfants en bas âge, il n'y a pas de danger à arrêter la viande. Les adultes peuvent arrêter la viande du jour au lendemain. Ça n'est pas du tout un danger pour eux. Donc, véritablement, ça, ce sont deux choses qui peuvent complètement vous changer la vie. Ça, ce sont deux renoncements, voilà, qui sont très importants et qui peuvent aussi faire changer à un niveau collectif, là, véritablement les choses.
Je pense notamment au fait que, à partir du moment où vous avez commencé une démarche de changement dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, eh bien, vous pouvez en parler autour de vous. Vous devenez aussi un exemple pour les autres et vous allez inspirer d'autres personnes. Ah oui, tu es devenu végétarien, comme ça, du jour au lendemain. Ah bon, eh bien, je pourrais peut-être essayer, moi aussi. Et vous allez aussi débattre avec d'autres et avoir des arguments concrets puisque vous le vivez au quotidien. Moi, par exemple, quand je dis autour d'une table à un déjeuner ou à un dîner que ça fait 2 ans que j'ai arrêté le savon, on me regarde avec des yeux grands ouverts. Et je leur explique à quoi sert le savon, que le savon sert à enlever les peaux mortes et qu'il y a beaucoup d'autres façons d'enlever les peaux mortes. Moi, j'utilise par exemple une éponge végétale qui s'appelle Loofah, mais on peut utiliser tout un tas d'autres choses. Donc, il faut pas hésiter, voilà, à en parler autour de vous, à créer aussi un petit collectif. Et ça, c'est très très important. C'est essentiel. C'est ce qui distingue finalement les collapsologues et les écolos, disons, des survivalistes. C'est que ils ne partent pas seuls vers le pire. Ils partent ensemble dans la solidarité. Ça, c'est essentiel et c'est le côté résilience. Si vous n'avez pas de solidarité autour de vous, vous êtes tout seul et vous allez avoir peur. C'est la peur qui va tout guider. Non, ça doit être la solidarité, c'est-à-dire créer un collectif autour de vous, dans votre village, dans votre immeuble, dans votre ville, si vous y arrivez, dans votre quartier. Déjà, dans un immeuble, quand on vit en ville, c'est énorme d'arriver à connaître ses voisins, à avoir leur numéro de téléphone, à savoir quelles sont leurs petites habitudes, à les aider, à avoir, par exemple, des espaces où vous vous retrouvez en collectif, des espaces pour toutes les semaines prendre un pot, parler de ce qui se passe dans l'immeuble. Avoir par exemple des lieux comme une machine à laver collective, ça évite d'avoir une machine à laver à chaque étage qui tourne et qui consomme énormément. Vous pouvez aussi avoir par exemple un petit bac, une petite armoire dans laquelle vous mettez des vêtements ou des objets dont vous n'avez plus besoin et dont les autres pourraient utiliser, notamment si vous avez des enfants, des paires de chaussures qui ne sont plus à la taille, etc., etc. Le troc, des tiers-lieux. Ne faites pas du télétravail tout seul dans votre appartement. Faites du télétravail dans un tiers-lieu, dans un lieu collectif. Allez voir le bar du coin et dites, vous voulez pas qu'on organise un truc de télétravail? Là, on se retrouve à 8, 10 télétravailleurs dans votre bar. On consomme un petit peu et puis nous, ça nous fait une petite vie. Voilà. Cette idée-là, c'est de créer de la solidarité, de recréer de la solidarité dans des sociétés ultra individualistes qui nous ont séparés les uns les autres et qui, pour résoudre nos problèmes, au lieu de nous proposer de l'aide, nous proposent des applications ou des produits à acheter en ligne et à nous faire livrer dans du carton. Oui, bah, merci pour ces exemples extrêmement concrets, donc de démarches qui sont au départ des démarches individuelles, mais qui après rapidement peuvent évoluer vers des démarches plus collectives. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui, en termes de, je dirais, de masse, en termes de nombre d'individus, du pourcentage de la population qui s'inscrit dans cette dynamique en France ou dans d'autres pays, si vous avez des éléments plus quantitatifs sur ces aspects-là? Malheureusement, non, pas du tout. Il y a des chiffres qui circulent. Par exemple, je parlais à un responsable de ressources humaines récemment qui me disait que quand on parle de grandes démissions en France, hein, le Great Resign, nous, en Europe, disons, la grande démission, ça concerne 15% des nouveaux cadres. C'est-à-dire qu'il y a 15% de jeunes cadres ou de jeunes employés plutôt, excusez-moi, qui ont été recrutés et qui lâchent l'éponge, qui demandent à être à 100% télétravail, sinon ils démissionnent, qui changent de métier du jour au lendemain. 15%, ça semble très peu. Et en réalité, il y a des chiffres, des études sociologiques qui ont montré depuis longtemps que à partir du moment où il y a 20% d'une population qui bascule vers quelque chose, eh bien, se crée un mouvement qui va entraîner le reste de la population. Alors c'est un peu hein, le fameux 80-20 qu'on entend tous là, ce chiffre magique de Pareto. Je n'ai pas de preuves, je dirais, scientifiques
sur ce point-là, mais ce que je sais, c'est que, par exemple, quand vous avez des livres comme celui qui a été publié par Jean-Laurent Casselli, qui s'appelle La revanche des premiers de la classe, eh bien, ça montre que au sein de ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles supérieures, c'est-à-dire ceux qui ont un fort niveau de diplôme, eh bien, vous avez de plus en plus de gens qui entrent dans une forme de basculement et qui entrent dans une forme de nouveau mode de vie. Est-ce que cela suffit à entraîner le reste de la population et notamment les classes moyennes? Personnellement, et là je vous donne un avis, mais je ne le crois pas pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un système économique qui est basé sur l'endettement. On s'endette pour soit acheter un véhicule ou acheter une maison ou remplir son salon d'objets. Et cet endettement nous rend dépendants eh bien, au salariat. Et donc, nous sommes comme ça dans un système fermé dont on ne peut sortir facilement. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est endetté à hauteur de 30% de son salaire tous les mois pendant les 25 prochaines années, de changer de vie, de vendre tout ça et d'aller vivre à la campagne avec des chèvres. C'est un petit peu difficile et c'est un petit peu plutôt facile de le faire quand on fait partie de l'élite et que on a la possibilité de changer de vie du jour au lendemain. Donc, ce basculement, je ne suis pas sûr qu'il advienne aussi vite qu'on pourrait le croire. Mais cette cette règle des 15% et des 20%, ça, c'est une loi qui se vérifie de plus en plus. Donc intéressant ce chiffre-là de 15 à 20. Donc selon vous, c'est une masse critique suffisante pour faire éventuellement, faire opérer une bascule à la société ou avoir une force d'entraînement vers, autre chose. Donc ça, c'est un point intéressant, mais donc lorsqu'on parle d'effondrement, souvent on a des images assez cataclysmiques, hein, que ce soit au niveau écologique ou social ou économique. Selon vous, est-ce qu'il faut passer par la case destruction quasi totale du système et reconstruire, à partir de zéro pour pouvoir créer une autre société? Ou est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une transition un peu moins brutale que justement, à devoir affronter des circonstances extrêmement, critiques pour, provoquer ce choc un petit peu, de conscience et amener les gens à reconstruire vers autre chose? Je crois que les historiens seront, j'espère, d'accord avec moi pour dire qu'à partir du moment où vous avez une civilisation qui s'effondre, elle est immédiatement remplacée par autre chose. Et donc, il n'y a pas le temps de prendre le recul et de dire ah tiens, nous avons mal fait ceci, nous allons améliorer cela. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a du vide et le vide est immédiatement comblé par une nouvelle forme, notamment de gouvernance. Donc, le principal risque, c'est qu'il y ait un énorme retour en arrière. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'État-providence et l'État de droit, qui est aujourd'hui qui sont aujourd'hui le socle finalement de notre système politique et économique, disparaissent pour laisser place à la loi du plus fort et qu'on aille vers le pire, c'est-à-dire un retour à des pratiques qui relèvent du féodalisme, de l'esclavagisme et ainsi de suite. Donc, ce type de scénario-là, très clairement, il conduira à des guerres civiles parce que nous avons vécu en liberté, nous avons connu la liberté, nous n'allons pas, en tant qu'hommes libres, en tant que femmes libres, revenir à des temps passés. Donc, il va y avoir là des risques très clairs de conflits entre des gens qui veulent asservir les autres et des personnes qui veulent rester libres. Et ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui déjà dans certains territoires de la planète. Je pense notamment au Chiapas, c'est-à-dire une partie du Mexique, des territoires qui ont été exploités par des grands exploitants fermiers, et puis une rébellion armée qui a eu lieu et qui aujourd'hui conduit à un territoire indépendant, mais qui est toujours en lutte. Et quand vous voyez des images de militants du Chiapas, eh bien, ils sont toujours cagoulés avec une Kalachnikov, même si leur mot d'ordre, c'est éducation et santé. Donc, ces choses-là ne sont pas si loin de nous, finalement. Et pour répondre à votre question par une pirouette, moi, je crois, j'ai fait un choix
qui est celui de choisir l'effondrement plutôt que le subir. C'est-à-dire que je me mets déjà dans les conditions de résister à un effondrement, à la fois en créant une communauté, une collectivité autour de moi qui soit solidaire en cas de problème, mais aussi en organisant ma maison, ma vie quotidienne, de façon à ce que si du jour au lendemain on me coupe l'électricité, on me coupe Internet, on me coupe le gaz, que sais-je, eh bien, en fait, je suis assez autonome et je ne suis pas dépendant d'énergies extérieures ou d'apports extérieurs. Alors évidemment, je suis moi au début du processus depuis quelques années, donc mon potager ne donne pas grand-chose. C'est pas avec ce que j'ai récolté cet été que je fais vivre ma famille pendant un an. Je n'ai pas de panneaux solaires, je n'ai pas d'éoliennes, mais j'ai juste un poêle qu'on voit juste derrière. Ça permet de chauffer la maison et de chauffer un peu de nourriture. Donc, je suis au stade 1 et j'ai 2-3 ans d'engagement derrière moi. Donc, vous imaginez qu'il faut s'y mettre vraiment maintenant, tout de suite, pour être prêt quand, dans quelques années, il pourrait y avoir des blackouts, des coupures brutales d'énergie, ou bien des coupures dans les chaînes d'approvisionnement de nourriture notamment. Ouais, donc ça, c'est un point intéressant que vous évoquez, cette notion de préparation personnelle. Et pour rejoindre également les points précédents au niveau du fait de ce problème de l'endettement que vous avez évoqué, donc qui est vraiment un peu cette prison dans laquelle on s'enferme dans ce mode de consommation, de cette consommation. C Tout ce que vous évoquez, pour moi, ça évoque cette notion de souveraineté individuelle, de souveraineté personnelle. Cette capacité de s'extraire du système, et c'est une démarche qui est extrêmement difficile et qui demande, un certain courage, parce que dès qu'on commence à le faire, bah, il y a le regard de l'autre, qui va se porter sur nous et qui est pas toujours un regard très tendre. Donc lorsque vous évoquez également des scénarios de chute, vous avez évoqué la peur du vide et que le fait que, enfin le fait que le vide est rapidement comblé par autre chose. Ça me fait également penser à toutes ces initiatives, à toutes ces initiatives collectives dans les domaines de l'écologie ou de l'agriculture, plus écologique, où on en revient toujours à ce fameux facteur humain qui est la pierre angulaire, de ces systèmes et qui souvent est le point d'achoppement parce qu'il y a passé la bonne volonté initiale de faire les choses différemment, un peu mieux, de manière plus écologique, revient rapidement le problème de, bah, la condition humaine telle qu'elle est, avec nos qualités, nos défauts. Alors, comment vous placez ça, vous, dans le mix, dans votre mix et votre analyse générale, ce facteur humain, justement, l'homme étant ce qu'il est, comment on fait justement pour dépasser cette frontière et nos limites? Parce que si tout s'effondre, on a vécu au cours de l'histoire de nombreux effondrements des fins de civilisation. On les connaît, les historiens, on les a étudiés, on a un retour là-dessus. Pourquoi encore aujourd'hui, ça recommence, on n'a pas appris? Est-ce que l'homme est capable d'évoluer de façon suffisante pour arriver à dépasser ce plafond de verre qui lui fait constamment retourner vers les mêmes erreurs? Grande question philosophique. Alors là, je renverrai vers un petit opuscule qui est formidable, hein, qui est écrit par Freud et Einstein, qui dialoguent. Hein, qu'est-ce que la guerre? Pourquoi la guerre? Et qui explique que ce qu'aujourd'hui on sait pertinemment, mais là c'est dit avec les mots du père de la psychanalyse, l'homme est un loup pour l'homme, c'est un être de pulsion, il fera toujours la guerre. Il y a comme ça des choses qui sont inéluctables. Donc le, 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 la faiblesse humaine, elle doit être acceptée. Je ne sais plus quel philosophe, quel penseur dit il faut aller au risque de l'homme. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut aller justement au risque de la confrontation avec quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous et qui posera des problèmes. Et il faut construire une gouvernance qui permette à la fois d'entendre ces personnes, de ne pas aller vers un conflit et donc de maintenir une forme de débat,
et puis de faire en sorte que ces personnes quand même ne prennent pas le pouvoir. Aujourd'hui, vu la façon dont nos élites, dont les dirigeants, les managers, les patrons, les élus sont sélectionnés par le système, notamment en France avec notre système de grandes écoles, on voit que beaucoup de ce qu'on appelle des personnalités toxiques ont tendance à monter extrêmement vite, alors que les gens qui sont des hauts potentiels émotionnels, eux, eh bien, ont tendance à être mis de côté parce que trop gentils, etc., trop mou, bisounours, et ainsi de suite. Donc nous sommes quand même dans un modèle de sélection humaine qui est très problématique. Et ça, c'est une des premières réformes que nous devons faire essentiellement, c'est la réforme de l'éducation, c'est l'école évidemment. C'est faire en sorte que lorsque nous apprenons aux enfants, on ne crée pas une société qui soit basée sur la compétition, la hiérarchie, etc. Et ça, ce sont des formes d'éducation qu'on dit alternatives, qui font parfois un peu peur, qui défrayent parfois la chronique, mais qui sont pour moi à vraiment étudier de près. Ensuite, la deuxième chose, c'est les formes de gestion pacifique, non seulement des conflits, mais des relations humaines. Ça, vous avez des universités, je pense à l'université du NOUS, qui sont spécialisées là-dedans. Et vous avez aujourd'hui des coachs qui commencent à exister, à se développer, une forme de coaching. Par exemple, dans les éco-hameaux, c'est-à-dire des espèces de copropriétés où plusieurs maisons ou plusieurs tiny houses sont construites sur un même terrain avec plusieurs copropriétaires. Eh bien, quand tout va bien, tout va bien. Et puis à partir du moment où il y a les disputes se multiplient, où les crises se multiplient, eh bien, il y a un certain nombre de solutions à apporter qui existent, qui ont été étudiées, que nous ne connaissons pas et que nous devons apprendre à connaître. Et ça, eh bien, ce type de entre guillemets de coaching qui vise à pacifier les relations humaines est essentiel. Un exemple, tout bête, avant de commencer une réunion, dans ces méthodes-là, on fait ce qu'on appelle une météo intérieure, c'est-à-dire que on explique si on va bien, mais psychologiquement, si on est bien ou si on n'est pas bien, préoccupé, si on a un problème grave. Parce que évidemment, quand vous arrivez à une réunion où on va décider, je ne sais pas, d'un budget et que vous avez appris une extrêmement mauvaise nouvelle, que vous êtes dans un état de nerfs terrible, eh bien, si vous le cachez à tous vos interlocuteurs et qu'en fait vous vous vengez sur eux en engueulant l'un, en disant non à l'autre, vous allez complètement déformer la réunion. Et donc, faire une météo intérieure en disant écoutez, aujourd'hui je me sens très mal, ou bien plutôt écoutez, aujourd'hui je me sens très bien, ça permet de poser un certain nombre de choses et d'éviter que la réunion tourne mal, on ne sait pourquoi. Ça, c'est un exemple. Puis, dernière chose sur la gouvernance, c'est que nous avons derrière nous quand même 2 siècles de démocratie. Et on a vu où était ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait mal. Et ça, aujourd'hui, la science politique est essentielle. Il faut vraiment écouter les chercheurs en sciences politiques qui arrivent à expliquer ce qui fonctionne bien dans notre système, ce qui fonctionne mal dans notre système et les limites qui seront permanentes. La fameuse phrase de Churchill, la démocratie c'est le pire des systèmes, mais on n'a pas trouvé de meilleur, pour moi, est insuffisante. Il y a plusieurs formes de démocratie, vous avez plusieurs façons de faire voter. Je pense notamment, par exemple, à intégrer une forme de hasard dans la désignation de représentants. Voilà, désigner au hasard des personnes qui vont nous représenter, ce sont des modes de fonctionnement qui sont intéressants parce que ça retire un petit peu l'ambition que peut avoir un homme politique de se faire réélire ou de faire ça pour l'argent, pour les dorures des palais, pour les voitures de fonction, etc. Vous avez aussi, je reviens sur le Chiapas, des exemples de formes de gouvernance extrêmement lentes qui prennent des décisions en allant sur plusieurs niveaux.
Donc, c'est ce qu'ils appellent les caracoles, donc escargots, c'est-à-dire c'est à la fois lent et puis ça tourne. Ça tourne du niveau ultra local, le village, puis la région, puis le niveau étatique, si on peut dire. Et puis, la décision redescend à chaque niveau, etc., etc. Et dans ce type de modèle de gouvernance, évidemment, c'est très difficile de gérer une crise, par exemple, comme celle du Covid, avec ce type de gouvernance. Est-ce qu'on met des masques? Est-ce qu'on met pas de masques? Si ça met 6 semaines à prendre ce genre de décision, vous êtes en difficulté. Donc, vous allez déléguer comme ça certaines capacités de décision à des niveaux plus ou moins simplifiés, et puis vous allez maintenir des formes de votation à la Suisse, par exemple, sur des questions un peu plus importantes. Vous voyez, il y a plein de formes de démocratie qui existent et c'est ces formes-là que l'on doit vraiment identifier, que l'on doit protéger et que l'on doit maintenir pour éviter que l'état de droit ne s'effondre avec le système économique notamment. Excellent, bah, c'est encourageant je dirais d'apprendre qu'il y a des formes de gouvernance alternatives qui existent, qui sont développées, qui sont enseignées comme, à l'université du Nou, hein, que vous avez mentionné. Vous avez également évoqué l'importance de l'éducation, pour éviter de reproduire des modèles de management, dans lesquels certains, profils psychologiques sont favorisés au détriment, d'autres. Alors ça m'amène à me poser la question du timing, du temps. C'est-à-dire ce que vous Ouais. évoquez, ça demande un apprentissage individuel et collectif qui demande du temps. C'est difficile de se remettre en question. Ça prend du temps de changer de vie. Vous avez évoqué, votre initiative, personnelle. Ça fait déjà 2 ans que vous êtes en processus, hein, d'autonomie, énergétique, par exemple. Donc là, lorsque l'on voit d'un côté l'urgence des problématiques, qui se présentent à nous, dans lesquelles la France va vivre un hiver a priori relativement frisquet pour les raisons Mm. qu'on commence à voir. Donc d'un côté, on a cette urgence, de l'autre côté, on a des solutions, mais c'est des solutions qui sont inscrites dans le temps long, qui est le temps de la transformation personnelle. Comment vous voyez un petit peu, ces confrontations entre ces 2 unités temporelles un petit peu qui sont antinomiques aujourd'hui? Eh bien, je le vois avec mon. Comment on conjugue ça? Allez-y, pardon. Oui, oui, pardon, non, pardon, merci. Je le vois avec angoisse, malheureusement, c'est-à-dire que chaque minute qui passe, la comète se rapproche et donc et nous ne sommes pas prêts. Et je m'en rends compte, même pour moi-même, hein, mais je me rends compte aussi que les choses peuvent aller très vite. La capacité de résilience, la capacité d'adaptation de l'être humain, si je puis dire, dans notre société, hein, est énorme. Je prends un exemple extrêmement simple et un peu personnel, mais je me souviens d'un voisin. Nous avons eu, nous en Normandie, on a des orages, on a eu des orages secs avec énormément d'électricité, d'éclairs, et évidemment ça fait sauter des zones entières de courant. Et nous avons été touchés. Alors nous, on s'en est pas trop rendu compte parce que, eh bien, comme on a des systèmes un petit peu autonomes, on a par exemple des lampes qui fonctionnent, qui se chargent avec des mini panneaux solaires, mais aussi des lampes qui se chargent avec des dynamos que l'on réactive avec la main. Bon, donc on a des choses qui font que on a une petite loupiote là qui n'est pas branchée à l'électricité. On a notre feu dans la cheminée. Il est 22 heures. On lit des livres. Moi, je peux être sur mon ordinateur, mais je ne le branche que pendant la nuit sur une grosse batterie qui est alimentée par un panneau solaire. Enfin, vous voyez tout un tas de petites choses qui sont en place qui font que, eh bien, je me suis pas rendu compte que nous n'avions plus d'électricité. Et soudainement, je reçois un coup de fil d'un voisin qui me dit: écoutez, nous sommes enfermés chez nous parce que nos volets électriques, nous sommes enfermés dehors parce que nos volets électriques qui sécurisent la maison ne veulent plus s'ouvrir, parce que le système d'alarme ne peut plus être éteint de l'extérieur, et parce que tout simplement, même si on arrivait à rentrer chez nous, on n'aurait ni chauffage, ni rien pour faire à manger. Donc, est-ce que
le temps que l'électricité revienne, vous acceptez de nous héberger. Et on les a hébergés et on a fait à manger sur le poêle et c'était une soirée à la fois extrêmement agréable et un peu bizarre. Mais ce que je voulais dire, c'est que très rapidement, ces voisins ont totalement changé le mode de fonctionnement de leur maison. Aujourd'hui, leur maison, elle n'est plus du tout totalement dépendante à ce qu'on appelle la domotique, hein, mais elle est devenue beaucoup plus résiliente. Et c'est exactement, c'est un petit peu ça hein, qui va nous arriver, c'est-à-dire qu'on va prendre en effet une petite claque sur le coin du nez, on va avoir un signal d'alarme, c'est très proche de la santé. Hein. Vous savez, il y a des gens beaucoup de gens qui fument. Sur les paquets de cigarettes, il y a écrit « fumer tue ». On leur met même des photographies de poumons dans un état déplorable. Et pourtant, ils continuent à fumer. Je reviens à mon idée de déni. Et puis un jour, ils ont quelque chose, ils ont par exemple un Covid relativement grave qui les cloue au lit plusieurs jours, ils ont une grosse angine, ils ont un ami qui a un cancer du poumon et ils ont une prise de conscience et du jour au lendemain, ils arrêtent de fumer. Je pense qu'il est possible que cela arrive. Après, il y a un risque, c'est que on rentre dans une sorte de prophétie autorisatrice, c'est-à-dire que si tout le monde arrête du jour au lendemain, par exemple d'aller au supermarché, eh bien, vous créez une crise. Et vous créez une crise qui, peut-être, est plus grave parce qu'elle est très brutale que ce qui aurait pu être engagé sur le temps long. Donc, il y a aussi l'idée de réforme politique de nos systèmes, notamment économiques, pour aller vers des systèmes plus vertueux. Et je pense notamment à l'économie de coopérative, vous voyez, c'est-à-dire faire en sorte de privilégier dans vos achats des entreprises qui sont des entreprises associatives ou en coopérative, ou des entreprises à mission, ou des entreprises qui ne visent pas nécessairement et uniquement à faire du profit, mais qui visent à faire autre chose, à construire autre chose, et notamment de la solidarité. Ça, c'est un exemple de mode de consommation beaucoup moins radical que certains le préconisent, et qui permettrait de faire une transition, si vous voulez, mais a-t-on encore le temps de cela? Je ne le sais pas. Très bien. Écoutez, Jacques, on arrive un peu au terme de l'émission. On a parcouru beaucoup de chemins et évoqué des points absolument passionnants et je vous en remercie. Je propose qu'on conclue sur cette note positive qui comme donne une note d'espoir véritablement et sur la capacité de résilience, de solidarité des êtres humains pour s'adapter à des crises majeures. L'histoire, effectivement, nous a enseigné qu'on était capable de se relever rapidement de situations terribles. Donc, en tout cas, dans une perspective d'effondrement, on peut espérer que la claque qu'on va prendre sur le coin du visage, comme vous l'évoquez, soit la moins douloureuse possible et que ça soit suffisant pour provoquer une prise de conscience majeure qui nous fasse basculer vers un monde plus juste et en tout cas peut-être plus proche de la nature, et, de soi et des autres. Donc Jacques Tibéri, merci infiniment d'avoir participé à Ici, Maintenant, Autrement. Donc Ici, Maintenant, Merci à vous. Autrement, merci beaucoup Jacques. Merci. Donc, Ici, Maintenant, Autrement est une émission qui existe pour vous, chers auditeurs, et également grâce à vous. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à Libre Média, je vous invite à le faire ou également à faire une contribution en ligne à ce média qui défend la liberté de la presse ici au Québec. À tous, merci beaucoup et à très bientôt.